Je me demande bien combien il y a de particules dans l'univers. Bonjour! Ah! Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Jack et je réponds aux questions insolites et rares. Les questions que personne se pose. Aujourd'hui, je vais répondre à la question combien y a-t-il de particules dans l'univers? Est-ce que vous êtes obligé de le faire ici? En vrai, j'ai du travail. Mais avant cela, il faut que j'explique ce que sont les particules. Ce sont de très petits constituants de la matière. Les particules élémentaires sont des particules simples, elles sont insécables, alors que les particules composites sont composées de plusieurs particules, notamment élémentaires. Les particules élémentaires les plus connues sont l'électron, les neutrinos, les quarks et le photon, mais il y en a d'autres, dans le modèle standard des particules, qui est une théorie extrêmement bien corroborée par l'expérience, mais qui a tout de même des problèmes, ce qui fait que beaucoup de chercheurs théoriciens travaillent sur des théories au-delà du modèle standard, où il peut y avoir des particules supplémentaires qui expliquent certaines propriétés. Donc la question de base est sur le monde physique. Or, selon la théorie, les réponses pourraient différer. Mais pour la suite, posons-nous dans le cadre du modèle standard des particules. Les particules composites les plus connues sont le proton et le neutron, qui sont composés de trois quarks. À partir des protons et des neutrons et des électrons, nous pouvons former les atomes, et à partir des atomes, il est possible de former les molécules. Est-ce que cela te va si pour commencer ta question porte sur le nombre d'atomes? En vrai, la réponse ne m'intéresse pas plus que ça, hein. On va faire comme ça alors. De toute façon, connaissant la composition de l'univers en les différents atomes, il est possible en faisant une moyenne pondérée de retrouver le nombre de particules élémentaires usuelles, ce qui compose la grande majorité des particules. Pour ce faire, il faut savoir que 75% des atomes de l'univers sont des atomes d'hydrogène, qui sont composés d'un électron et d'un proton, lui-même composé de trois quarks, ce qui correspond à 4 particules élémentaires. Et 25% des atomes sont des atomes d'hélium, composés en très grande majorité de 2 électrons, 2 protons et 2 neutrons, soit 2 électrons et 12 quarks, donc 14 particules élémentaires. Ce qui fait que la moyenne pondérée donne 0,75 fois 4 plus 0,25 fois 14 qui est égal à 6,5. Par conséquent, lorsque l'on a le nombre d'atomes de l'univers, il faut multiplier ce nombre par 6,5 pour avoir une approximation du nombre de particules élémentaires. L'ordre de grandeur est à peu près augmenté de 1, mais cela ne change pas grand-chose au nombre vu la quantité considérable de particules. Pour compter le nombre d'atomes, la manière la plus usuelle consiste à compter les galaxies de l'univers proche, à estimer le nombre d'étoiles à l'intérieur et leur masse, puis d'ajouter la matière non lumineuse que l'on déduit grâce à nos théories, ce qui fait que l'on peut en déduire la densité de particules, et en connaissant la taille de l'univers, il devient possible d'estimer le nombre pour l'univers entier, en supposant que l'univers soit homogénéement composé de particules, ce qui à courte distance est faux, mais à grande distance peut tout à fait être correct. C'est d'ailleurs une hypothèse couramment faite en cosmologie, la science de l'univers. Cependant, le problème est que la finitude de la vitesse de la lumière fait que nous n'avons accès qu'à une partie de l'univers qui correspond à l'univers observable. C'est une sphère de rayon la distance la plus loin que l'on peut voir, compte tenu de la vitesse de la lumière, l'expansion de l'univers et son âge fini. L'univers dans son entier pourrait même être infini, et dans ce cas, le nombre de particules pourrait aussi être infini. Donc, pour pouvoir répondre à la question, on va devoir se limiter à l'univers observable. Est-ce que cela te va? Mais je m'en fous, je t'écoute pas. Super, reprenons. Il existe d'autres méthodes pour déterminer le nombre de particules. Ce qui est extraordinaire et montre une grande cohérence dans la physique moderne, c'est que peu importe la méthode, la réponse est globalement la même. Il y a près de 10 puissance 80 atomes, ce qui est un nombre colossal. Pour le nombre de particules élémentaires, nous obtenons donc 10 puissance 81. Mais là, la réponse n'est pas très précise. Peut-être que tu voudrais savoir combien il y en a exactement, à la particule près. Au-delà du fait qu'empiriquement il reste impossible de connaître ce nombre, je vais t'expliquer en quoi cette question est très intéressante. Mais pour ce faire, prenons un détour. Je vais te parler de l'effet Hawking. Je ne sais pas si tu connais les trous noirs. Ce sont des objets tellement denses que passé une certaine distance, rien ne peut y échapper, même pas la lumière, car pour sortir, il faudrait atteindre une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui est impossible d'après la physique moderne. Or, d'après la théorie quantique des champs, il y a en permanence des créations et annihilations de paires de particules-antiparticules. Par exemple, avec un électron et son antiparticule, le positron. Donc, le nombre change perpétuellement. Mais cela ne pose pas de problème. D'une manière naïve, nous pourrions nous demander à un instant précis quel est le nombre de particules. Sauf que cela pose le problème de la simultanéité de la relativité restreinte. Savoir ce qu'il se passe à des années-lumière au moment où je parle n'a physiquement aucun sens, car la réponse dépend de l'observateur, plus précisément de son référentiel.
Or, la physique doit être indépendante de choix arbitraires comme ma vitesse de déplacement. Mais pour répondre à la question, il suffit de se demander quel est le nombre moyen de particules de l'univers. Revenons à la création de paires particules-antiparticules dans le cadre du trou noir. Si une des deux particules créées est à l'intérieur, elle ne pourra pas s'échapper. Mais si l'autre est de l'autre côté, avec la vitesse adéquate, alors elle pourra s'échapper, et toutes les particules semblant être émises par le trou noir forment le rayonnement dit de Hawking. C'est un corps noir de température T est égal à h bar, C à la puissance 3, le tout divisé par 8 pi g m kb, avec m la masse du trou noir, h bar la constante réduite de Planck qui sert surtout en mécanique quantique, C la vitesse de la lumière qui sert surtout en relativité restreinte et générale, G la constante gravitationnelle qui sert surtout en relativité générale, et kb la constante de Boltzmann servant en thermodynamique ou physique statistique. Cette formule est exceptionnelle car elle utilise les constantes de tous les pans de la physique moderne. De plus, à cause de la conservation de l'énergie, si l'univers à l'exception du trou noir gagne de l'énergie émise par rayonnement, alors le trou noir doit en perdre, et par l'équivalence masse-énergie, le trou noir perd de la masse. Tout se passe comme si le trou noir s'évapore. Ce résultat est impressionnamment contre-intuitif, car il stipule que le trou noir s'évapore en émettant un rayonnement, alors que par définition, rien ne peut s'échapper d'un trou noir. En conclusion, la gravité au niveau de l'horizon des événements du trou noir crée des particules. Or, une hypothèse très importante et qui est au fondement de la relativité générale est l'équivalence entre la gravitation et l'accélération. Par conséquent, l'effet Hawking implique, par cohérence de la relativité générale, que si dans un certain espace il n'y a aucune particule, alors il suffit d'avoir une accélération a pour recevoir un rayonnement de température de corps noir T est égal à h bar a divisé par 2pi ckb. Ce qui fait que dans le même endroit géographique, deux observateurs qui ont une accélération l'un par rapport à l'autre ne verront pas le même nombre de particules. Et ceci n'est pas un effet d'optique. Le nombre de particules sera physiquement différent. Si les deux observateurs ont avec eux des appareils permettant de compter le nombre de particules, les compteurs compteront physiquement des nombres différents, d'autant que l'accélération relative est grande. Or, en relativité, si une quantité dépend de l'observateur, alors ce n'est pas une propriété intrinsèque à la physique, mais extrinsèque. Certains choix changent la valeur, donc physiquement la valeur n'a pas de sens dans l'absolu. Elle n'a de valeur que dans un cadre relatif précis. Par conséquent, le nombre précis de particules dans l'univers n'a aucun sens. Elle n'a de sens que dans le référentiel de la Terre, celui du Soleil ou d'une personne en particulier, mais pas dans l'absolu. Donc pour de faibles différences d'accélération, comme nous avec la Terre ou le Soleil, l'ordre de grandeur ne va pas varier, mais le nombre exact dépend du référentiel. Et si on s'autorise à imaginer des référentiels ayant des accélérations énormes, alors même l'ordre de grandeur donné précédemment de 10 puissance 81 est totalement faux. Par conséquent, la question combien y a-t-il de particules dans l'univers n'a physiquement aucun sens. Il n'existe pas de bonne réponse objective, mais seulement des réponses subjectives. J'ai fini de répondre à ta question, donc si tu as d'autres à l'avenir, n'hésite pas à les poser en l'air, peut-être que je viendrai y répondre. Au revoir. Euh, Dis au revoir. Au revoir.